Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par Netafim France sur le thème de la fertirrigation des cultures plein champ. Je me présente, je m'appelle Louis Estève, je travaille au sein du service agronomie de Netafim France et c'est moi qui vais animer ce webinaire. Alors au niveau du programme, on a prévu de passer 1 heure ensemble avec une présentation sur ce thème pendant 45 minutes et on a prévu un petit temps de questions-réponses à la fin. Vous pouvez poser vos questions sur l'onglet Q&A, Question and Answer en anglais, là à droite de votre écran normalement. Les questions ne vont pas apparaître pendant la présentation, on les fera apparaître à la fin pour y répondre. Alors 45 minutes pour parler de la fertirrigation en culture plein champ, c'est très court. J'ai dû faire quelques raccourcis et je me suis concentré sur vraiment les notions les plus importantes pour aborder cette thématique, avec comme objectif final c'est vraiment de sortir de ce webinaire avec les notions pour pouvoir créer un programme de fertirrigation. On y va. Alors, Netafim, pour ceux qui ne connaissent pas, on est fabricant de matériel d'irrigation, on est les inventeurs du goutte à goutte, il y a une 60aine d'années bientôt. Ce qui est intéressant par rapport à cette fertirrigation, c'est qu'on est fabricant de matériel de fertirrigation, mais pas que, on travaille vraiment sur toute la gamme des produits qui composent un réseau d'irrigation. Donc, on a vraiment une vision globale d'un projet d'irrigation, notamment dans le dimensionnement hydraulique et dans l'utilisation d'un réseau d'irrigation. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on travaille, on a un gros réseau d'agronomes. Chaque filiale dans le monde a des agronomes et l'idée de ce service, c'est vraiment d'échanger entre nous pour voir quelles pratiques sont faites ailleurs, pour les adapter localement en fonction des contraintes locales. Voilà. Au niveau de la France, on est basé à Gardanne, à côté de Marseille. On est une équipe d'une 40aine de personnes. Le fonctionnement se travaille avec des partenaires, un gros réseau de distribution réparti sur l'ensemble de la France. Et on vient apporter des services à nos partenaires. C'est un service évidemment commercial, logistique, mais aussi marketing, technique et agronomique. Notre cœur de métier, c'est vraiment l'agriculture. On a été créé par des agriculteurs pour des agriculteurs. On travaille un peu sur les espaces verts, mais vraiment notre cœur de métier, on travaille sur l'irrigation de précision agricole. Alors sur la fertirrigation, avant de commencer, on va faire un petit sondage un peu pour voir quel niveau vous situez. Qui a déjà pratiqué la fertirrigation? Vous pouvez répondre par oui ou par non. Je laisse quelques secondes. On est à peu près sur du 50-50 a priori. Alors, ça nous permet. Pourquoi on a voulu faire ce webinaire sur la fertirrigation? C'est parce qu'on est parti d'un constat. En France, très peu d'agriculteurs utilisent la fertirrigation, contrairement à nos collègues d'Italie ou d'Espagne, où la fertirrigation est vraiment très utilisée et il n'y a pas un projet d'irrigation sans fertirrigation. En France, malgré le fait que les agriculteurs aient des systèmes d'irrigation vraiment performants, efficients, et parfois même qu'ils soient équipés en outils pour injecter des fertilisants, ils ne vont pas forcément faire de la fertirrigation parce qu'ils trouvent ça trop compliqué, ils ne savent pas comment aborder cette problématique. Donc nous, on va essayer d'aborder simplement ça et voir comment faire un programme de fertirrigation. Alors, la fertirrigation, pour un rappel, à la base, c'est assez simple. Ça passe pas. Hop là, c'est utiliser le réseau d'irrigation qui a été dimensionné, conçu pour apporter de l'eau de manière localisée au niveau de la plante. On va l'utiliser pour apporter d'autres éléments. Donc là, sur la fertirrigation, ça va être des éléments nutritifs. Mais aujourd'hui, on a un peu élargi ce concept sur d'autres choses, comme on va utiliser le réseau d'irrigation pour apporter des éléments phyto, comme des herbicides, nématicides dans certains pays. On l'utilise beaucoup maintenant pour apporter des biostimulants, que ce soit bactéries, spores ou acides aminés. Et maintenant, les derniers développements, ça va être pour transporter de l'oxygène. On travaille beaucoup sur l'incorporation de l'oxygène via les réseaux d'irrigation pour distribuer de l'oxygène au niveau du système racinaire. Ça améliore la vie des microbiotes du sol, la dégradation de la matière organique, le développement racinaire. Voilà. Tout ça, c'est dans le même état d'esprit, c'est se servir d'un réseau d'irrigation existant, précis, pour apporter autre chose que de l'eau. C'est quoi l'avantage? C'est que le principal coût dans cet outil, ça va être vraiment le réseau d'irrigation qui est existant, donc le coût est marginal pour investir dans un système de fertirrigation par rapport au coût total d'un projet d'irrigation. Et aussi le coût de fonctionnement. Le coût de fonctionnement, on va utiliser le réseau pour faire de l'irrigation, donc on va se servir de ça
et on va pouvoir injecter d'autres choses que de l'eau. D'un point de vue agronomique, quels sont les avantages de cette technologie? Ça va être d'abord la localisation de l'apport. Si le réseau d'irrigation a été bien conçu, on va faire en sorte d'apporter de l'eau au niveau du système racinaire de la plante, là où elle en a besoin. Bon, là, c'est un petit schéma où on voit les bulbes d'irrigation de goutte à goutte au niveau du système racinaire. Donc, notre système d'irrigation a été conçu et fait pour apporter vraiment de manière localisée là où la plante absorbe et capte les nutriments. Donc, on va faire ça. L'autre aspect, ça va être aussi qu'on va pouvoir apporter le bon engrais au bon moment. Ça veut dire quoi? La plante, en fonction de son stade phénologique, là, c'est l'exemple de la pomme, sur différents nutriments, les principaux nutriments, NPK. Donc, en fonction de son développement phénologique, elle va avoir des besoins en nutriments pas équitablement répartis. Là, l'azote et le potassium, c'est vraiment au début de la croissance végétative et de la floraison. Et après, on va plus avoir un besoin en phosphore sur la fin du cycle. Donc, nous, avec notre système de fertirrigation, on va pouvoir répondre instantanément aux besoins de la plante au moment où on en a besoin pour éviter des carences et maximiser les rendements. L'autre phénomène, c'est qu'on va favoriser l'absorption des nutriments. Parce que la plante, comment elle se nourrit? Elle se nourrit en nutriments en buvant l'eau pour l'évaporation et pour son métabolisme. Donc nous, on va distribuer les nutriments sous forme ions nutritifs déjà facilement assimilables pour la plante et en solution. Donc on va vraiment maximiser l'apport de ces nutriments pour la plante. Et avec comme idée derrière, la fertirrigation, c'est vraiment nourrir la plante et pas le sol. Aujourd'hui, en fertilisation, il y a agronomique, en recherche agronomique, on va beaucoup travailler sur la fertilisation du sol, améliorer la fertilité du sol. L'idée, c'est de ne pas opposer ces deux approches, c'est vraiment de travailler en complément. La fertirrigation va être très intéressante quand on a besoin d'un pic en nutriments, garantir, on a des stades phénologiques vraiment sensibles par rapport à certains nutriments, on va garantir l'apport de ce nutriment. Après, ça n'empêche pas de travailler en parallèle avec un travail de fond sur l'amélioration de la nutrition du sol pour nourrir ensuite la plante. Mais la philosophie première, quand on parle de fertirrigation, c'est vraiment cibler à l'instant T le besoin de la plante pour répondre à ce besoin. Alors, qu'est-ce que ça va apporter comme avantage? Évidemment, on va pouvoir répondre aux besoins de la plante, éviter les carences. Dès qu'on voit apparaître une carence, on va pouvoir rapidement répondre à ce besoin de la plante. Donc, on va maximiser les rendements. On va aussi éviter les excès sur certains nutriments. Ça peut être un problème d'avoir trop d'azote dans le sol. Sur l'arboriculture, au moment végétatif, on ne veut pas forcément faire trop de bois. Mais s'il y a trop d'azote, la plante, elle va trop grandir par rapport à nos besoins. C'est aussi le cas, par exemple, sur le tabac, où l'excès d'azote en fin de culture, c'est un problème. La plante, elle va faire trop de chlorophylle, elle va mal sécher, elle ne va pas développer toutes les qualités organoleptiques qu'on veut, et des fois, elle va être déclassée au niveau de l'usine, on ne va pas pouvoir l'utiliser pour le tabac. Donc, piloter de manière finement l'apport en nutriments de la plante, pas stocker le nutriment dans le sol où on ne maîtrise pas l'absorption de la plante, ça nous permet de mieux maîtriser ce qu'on donne à la plante. Un autre avantage agronomique, c'est par rapport à l'apport, c'est quand on fait de l'épandage fréquent répété, selon le type de sol, on peut avoir une compaction du sol et ça entraîne des problématiques agronomiques derrière. Nous, avec notre système d'irrigation, de fertirrigation, on ne vient pas avoir cette problématique. D'un point de vue environnemental, c'est avantageux parce que, surtout par rapport à l'azote, la problématique de la perte d'azote dans le milieu naturel, c'est une vraie problématique agricole, hein, c'est pour ça qu'on est limité en termes d'unités azotées par hectare. Mais voilà, nous, en apportant vraiment au plus près des besoins de la plante notre azote, on va éviter des pertes et éviter de polluer le milieu naturel. Et in fine, ça c'est la diapo suivante, on va vraiment réduire ou augmenter les rendements via cette augmentation de l'efficience. Autre avantage, c'est que apporter des nutriments via l'irrigation, en coût de fonctionnement, ça ne coûte rien le vrai coût, c'est le coût d'irrigation et derrière, on n'a aucun coût supplémentaire. Au niveau des résultats qu'on peut attendre de la fertilisation, c'est toujours difficile à répondre à cette question. Est-ce qu'on augmente les rendements? Est-ce qu'on diminue la quantité d'engrais? C'est un peu des deux. Nous, on va parler de l'amélioration de l'efficience. Quant à savoir le chiffre à mettre en face, ça va vraiment dépendre de plusieurs facteurs.
Là, ici, on a une étude qui a été faite en 2010 sur de l'arboriculture. On compare de l'irrigation goutte à goutte avec un apport d'épandage classique, témoin d'un agriculteur, avec une fertirrigation, goutte à goutte plus fertirrigation. On voit que selon le nutriment qu'on considère, on va avoir des différences d'efficience. Sur l'azote, on va être très efficace sur la fertirrigation, on va augmenter de 30% l'efficience. Sur le phosphore, qui est moins mobile dans le sol, donc il y a moins de pertes, on a moins de différence d'efficience. Ça va dépendre aussi de la différence entre un apport classique et un apport en fertirigation, des pratiques de l'agriculteur. S'il fait des apports azotés très fragmentés ou il fait un gros apport en urée une fois par an, rien qu'en comparant ces deux techniques, on va avoir des différences d'efficience. Ça va dépendre du type de sol. Un sol sableux qui retient moins bien les nutriments va avoir plus de pertes. On va être plus efficient en fertirigation qu'avec un sol lourd qui retient bien les nutriments. Donc, donner un chiffre exact, c'est pas évident. Après, par rapport à l'augmentation et à la diminution des intrants, là aussi, ça va dépendre un peu des pratiques de l'agriculteur. Pour résumer, on peut prendre ce schéma-là, on voit, où on a les rendements d'un côté et la quantité d'engrais émise de l'autre. Selon le cas de figure, on peut avoir différents cas de figure. Aujourd'hui, on a un agriculteur qui apporte vraiment l'optimum du besoin de la plante, mais comme via son apport classique, il a une perte d'efficience, au final, il n'obtient pas le meilleur de son rendement, même en ayant le bon apport en engrais, en nutriments, en améliorant via la fertirigation l'apport, en gardant la même quantité d'engrais apportés, on va pouvoir augmenter le rendement. Un autre cas de figure, ça peut être un agriculteur qui aujourd'hui apporte un peu plus que le besoin de la plante. Et comme il perd un peu d'engrais quand il apporte, il garde le bon rendement. Nous, avec la fertirigation, en améliorant l'efficience, on va pouvoir, tout en gardant le même rendement, diminuer la quantité d'engrais apportés. Donc, voilà. Après, de manière empirique, nous, quand on travaille sur un projet de fertirigation, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, on diminue un peu par rapport aux témoins, par rapport aux pratiques de l'agriculteur, on diminue l'apport de 5 à 10% et on constate une augmentation de rendement. Donc, c'est un peu des deux qui se produit à chaque fois quand on fait la fertirigation. Après, il faut ajuster en fonction du cas par cas, vraiment les pratiques. Alors, un petit aparté. Avant de parler de la fertirigation, le point central d'un outil de fertirigation, c'est l'outil d'irrigation. Nous, on considère qu'on peut faire de la fertirigation avec l'un des 3 systèmes d'irrigation qui vont de la mini-aspersion, c'est les asperceurs qu'on installe en quadrillage, généralement 10 par 10, 15 par 15, plutôt sur du maraîchage plein champ, couverture intégrale. Micro-aspersion pour l'arbo sur le rang, avec des asperceurs qui vont de 50 litres/heure à 200 litres/heure, et le goutte à goutte. Mais voilà, au-delà du système vraiment d'irrigation, il faut avoir une approche holistique et regarder ces pratiques d'irrigation. Avant de vous lancer dans un projet de fertirigation, il faut regarder de manière honnête votre système d'irrigation et vos pratiques d'irrigation. Ça ne sert à rien de se lancer dans une volonté d'être une fertirigation hyper pointue, très fragmentée, avec des apports quasi quotidiens, si vous n'avez pas de l'automatisation, par exemple. Il va mieux falloir investir dans un outil un peu plus simple d'injection et garder une capacité d'investissement sur des outils pour automatiser votre système d'irrigation et petit à petit monter sur le système de fertirigation. De la même manière que si vous avez un réseau qui a plein de fuites sur le réseau primaire, l'idée, c'est pas de dire que vous ne pouvez pas faire de fertirigation, mais vous allez adapter. Vous n'allez pas faire une injection au niveau de la station de pompage, de filtration. Si vous avez des fuites sur votre réseau primaire, on va plutôt injecter au niveau de la vanne pour éviter qu'il y ait des pertes au niveau de votre réseau primaire. Donc, encore une fois, l'idée, c'est de pas... Il vaut mieux une mauvaise fertirigation que pas de fertirigation. Mais il va falloir adapter sa volonté de fertirigation en fonction de son outil d'irrigation dont on dispose. Ça, c'est la base. Faites des tests de débit au niveau des émetteurs, des goutteurs, des asperceurs. Vous calculez en une demi-heure combien il y a d'eau qui sort de votre goutteur. Vous voyez si ça correspond un peu au débit théorique. S'il y a des grosses disparités, on va
d'abord travailler un peu sur l'efficience de son système d'irrigation avant d'aller sur une fertirrigation très poussée. Voilà. Alors, maintenant, on va aborder un peu vraiment les principes qui régissent la fertirrigation. Alors, sur la suite des diapos, là, je vais donner pas mal de petites notions les principales notions qui vont faire un programme de fertirrigation. Et à la fin de la présentation, on va agréger toutes ces notions les unes avec les autres sous la forme d'un calcul pour voir un peu globalement à quoi ça ressemble un programme de fertirrigation. Alors, avant de pour moi, le maître mot pour se lancer dans un programme de fertirrigation, c'est commencer étape par étape. Ne pas vouloir voilà, tout changer. Si vous êtes un producteur en arboriculture et que vous faites classiquement de l'épandage, un épandeur, bah, peut-être faire une ou deux injections de fertirrigation au début sur des stades phénologiques un peu clés, la floraison, le grossissement de votre verger. Et pas vouloir vous lancer non plus, faire tout par la fertirrigation dès le début. Commencer étape par étape. La première notion à avoir quand on se lance dans un projet de fertirrigation, la première donnée, bah, c'est sa fertilité, son programme de fertilisation. Là, il y a pas mal de façons de calculer un programme de fertilisation. Hein. J'ai pris l'exemple que je vais garder tout au long de la présentation, c'est pour la tomate de conserve. Donc, selon les variétés, selon là où on recherche, bon, on trouve des infos comme quoi, voilà, pour faire une tonne de tomates de conserve, en gros, il faut 2,9 unités d'azote, il faut 4 unités de potassium. Voilà. Après, selon la volonté de l'agriculteur, il faut savoir quel rendement on veut avoir par hectare. Donc là, on part sur un gros rendement pour la France, 100 tonnes par hectare de tomates conserve. Par rapport à nos besoins de 2,9 unités d'azote pour une tonne, si on veut faire 100 tonnes, bah, on va avoir besoin de 290 unités d'azote pour arriver à nos 100 tonnes. Ça, c'est les besoins totaux de notre culture sur le cycle. Comme on a vu, la fertirrigation, le but, c'est d'adapter la fertilité et l'apport des fertilisants en fonction des stades phénologiques. Donc, on va répartir nos besoins totaux de notre culture selon les différents stades phénologiques de notre plante. Donc là, on divise en 4, là je divise en 4 pour l'exemple, plantation, floraison, on met en face une durée approximative de jours. Tous ces calculs que je suis en train de montrer, ils n'ont pas besoin d'être très très précis. C'est vraiment pour se donner des ordres de grandeur pour se projeter sur notre programme de fertirrigation. Donc voilà, c'est des ordres de grandeur. Donc ça, c'est des données qu'on trouve aussi sur Internet. On voit que l'azote et le potassium sont très liés sur les apports. Le phosphore, c'est sur cette culture, la tomate, c'est vraiment au début, sur le début du cycle, entre la plantation et la fructification, là, 100% des apports. Donc cette répartition, on va maintenant la faire en quantité. Donc notre besoin totaux qu'on avait vu avant, on va les répartir en fonction des stades. Donc 13% de 290 kg par hectare, ça donne 38 kg par hectare au niveau plantation-floraison, et ainsi de suite. Ça nous permet de répartir les besoins en fonction des stades de la culture. Le but de notre programme de fertirrigation, ça va être de faire correspondre ces besoins du coup, en fonction de nos besoins en irrigation. Donc là aussi, la deuxième donnée à voir quand on va se lancer dans un projet de fertirrigation, c'est nos besoins en irrigation. Là, j'ai extrait ce tableau, c'est pour la tomate conserve. On les trouve sur Internet, ça c'est extrait du Memento du BRL qu'on trouve. Il donne les besoins en eau par culture en fonction des zones où on se trouve. C'est assez classique, on prend le coefficient culturel de la culture multiplié par les besoins climatiques, le TP, ça nous donne un besoin approximatif en irrigation en fonction des 4, là c'est tous les 10 jours. Donc après on va voir dans le calcul, on va essayer de faire en sorte que ce besoin en eau corresponde, on va adapter les besoins en nutriments en fonction de ces besoins en eau. Ensuite, l'autre info qu'il nous faut pour se lancer dans un projet, ça va être la solubilité des engrais qu'on va utiliser. On va injecter des engrais qu'on aura au préalable solubilisés. Ça peut être des engrais solides qu'on va mettre dans des cuves et qu'on va mélanger. Mais pour savoir à peu près le volume à injecter, on va devoir connaître la solubilité de l'engrais qu'on va utiliser.
Pour ça, chaque fabricant d'engrais, chaque fournisseur d'engrais donne une solubilité de son engrais. Ça, c'est facilement disponible. Alors, attention quand même, c'est que la solubilité donnée par le fabricant, c'est de la solubilité de son engrais dans de l'eau déminéralisée. Ils sont obligés, les fabricants, de prendre un élément de comparaison standard entre eux, donc ils travaillent tous avec de l'eau déminéralisée. Mais dans la réalité, nous, quand on va utiliser l'eau d'irrigation, alors je m'excuse s'il y a des chimistes dans l'audience, mais ça va être un peu simpliste, mais l'eau, elle a une certaine capacité à dissoudre les minéraux, et dans la nature, l'eau, elle a déjà dissous pas mal de minéraux dans l'eau qu'on va utiliser, donc la capacité à dissoudre notre engrais, elle est beaucoup plus réduite que ce que va nous donner le fabricant. De manière empirique, chez Netafim, on considère qu'il faut prendre la moitié de la solubilité à 20 degrés donnée par le fabricant. C'est-à-dire, là, pour l'exemple de l'urée c'est très très soluble dans l'eau, mais le fabricant, il va nous dire qu'on peut mettre 1000 grammes d'urée dans 1 litre d'eau, soit 1 tonne dans une cuve de 1 mètre cube, ce qui est beaucoup. Dans la réalité, vous n'allez jamais pouvoir mettre 1 tonne dans 1 mètre cube d'eau. On va prendre la moitié. Mais vous allez pouvoir mettre 500 grammes dans une cuve, dans un IBC d'1 mètre cube. C'est-à-dire à peu près un big bag dedans. Donc, pour faire vos calculs qu'on va voir à la fin, il faut prendre la moitié de la solubilité donnée par le fabricant pour pouvoir prévoir le volume d'engrais injectés. Le conseil qu'on donne vraiment, et s'il y a une chose à retenir dans cette présentation, c'est vraiment tester quand même la solubilité chez vous. De manière assez simple, vous prenez 10 litres d'eau d'irrigation que vous allez utiliser pour faire votre solution mère, et dedans, vous mettez en proportion de ce que vous souhaitez solubiliser. Là, pour l'urée, par exemple, on avait dit qu'il fallait prendre la moitié, donc 500 grammes par litre d'eau. Si on prend 10 litres d'eau, vous allez prendre 5 kg d'urée dans votre seau, vous allez verser dans votre seau, vous allez les mélanger, et il faut attendre 1 jour pour voir s'il y a un précipité qui se forme. S'il n'y a pas de précipité, vous allez pouvoir utiliser ce taux de dilution de 500 grammes. S'il y a un précipité, il faut diminuer le taux de dissolution de votre engrais. Autre notion à avoir en tête, c'est la compatibilité entre les fertilisants que vous allez vouloir utiliser. Il est tout à fait possible de mélanger plusieurs fertilisants dans votre cuve de stockage ou injecter en même temps plusieurs fertilisants. Cependant, certains fertilisants ne sont pas compatibles avec d'autres. Donc ça, c'est des abats que nous, on fournit et qu'on trouve assez facilement sur Internet. Donc là, ça se lit comme ça, le sulfate de magnésium est très compatible avec l'urée, il n'y a pas de problème. Mais avec le phosphate monoammonique, on voit qu'il y a un vrai problème et que ça peut créer des précipités qui, après, risquent de colmater votre réseau, votre système d'injection, mais surtout votre réseau d'irrigation, votre goutte à goutte ou votre micro-asperceur. Il ne faut absolument pas mélanger ces deux types d'engrais. De manière générale, là, si on regarde bien, ça va être surtout les engrais qui comportent du magnésium et du calcium, qui peuvent présenter des incompatibilités. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en utiliser, c'est des très bons engrais, très solubles, mais il faut se méfier quand on les mélange. Donc là, sur la même logique que ce qu'on a vu tout à l'heure, faites un test de compatibilité entre les différents engrais que vous souhaitez mélanger. Prenez la même chose, un seau de 10 litres, vous avez votre solution mère prenons l'exemple d'urée, une solution mère de sulfate de potassium. Mettez, si vous avez envie d'injecter 10% d'urée dans votre eau d'irrigation et 5% de sulfate de potassium, vous prenez 5%, 10%, vous les mélangez ensemble et vous attendez une journée et vous voyez ce qui se passe. S'il n'y a pas de précipité, vous pouvez injecter en même temps ces deux engrais. Si c'est trouble et qu'il n'y a pas de précipité, ce n'est pas un problème. Mais dès qu'il y a un précipité, il ne faut pas injecter en même temps ces deux engrais. Comme j'ai dit, vous pouvez aussi mélanger ces deux engrais dans la même cuve de stockage. Par contre, il faut avoir en tête que si vous mélangez plusieurs engrais ensemble, la solubilité, elle va diminuer. Comme on a dit précédemment, l'eau elle a une capacité à dissoudre des minéraux. Si vous avez déjà rempli cette capacité avec le premier engrais, le deuxième engrais, vous allez pouvoir moins en mettre dedans. Ça, c'est à avoir en tête. De manière générale, quand on veut injecter plusieurs engrais, on travaille quand même avec des cuves séparées, souvent un NPK, et on vient prélever une petite partie de chaque cuve en fonction des besoins de chaque culture. Alors ensuite, autre notion
à avoir en tête quand on fait de la ferti-irrigation, ça c'est une notion hydraulique, ça va être le temps de transfert. Là, j'ai mis un schéma classique d'irrigation avec la station de pompage, la borne d'irrigation et la filtration. Après, on a différentes parcelles avec des vannes d'irrigation et on vient amener l'eau par des canalisations PVC aux différentes parcelles. Il faut bien comprendre qu'entre le point d'injection et la vanne, il y a un certain délai. C'est ce qu'on appelle le temps de transfert. Et c'est important d'avoir cette notion de temps de transfert quand on va faire nos programmes d'irrigation pour savoir combien de temps l'engrais va mettre pour arriver au niveau de la parcelle. De manière empirique, si un réseau d'irrigation a été à peu près bien conçu, vous allez avoir des vitesses d'eau dans vos canalisations primaires PVC de l'ordre de 1 mètre par seconde. Ça veut dire quoi? S'il y a une distance de, on va dire, allez, par exemple, 300 mètres entre le point d'injection et la dernière vanne, 300 mètres à 1 mètre par seconde, ça fait 300 secondes, ça fait 5 minutes. Il va falloir 5 minutes pour que le produit, entre le moment où vous l'injectez et le moment où il arrive au niveau de la vanne, et encore plus pour qu'il arrive au niveau du dernier goûteur. Ça, c'est du théorique. Idéalement, je dis bien, c'est de calculer réellement votre temps de transfert sur vos exploitations. Ça dépend vraiment des diamètres, des vitesses d'eau et des distances qu'il y a entre là. C'est assez simple sur la pratique de calculer un temps de transfert. Il y a plusieurs manières de le faire. Il y a soit par le suivi de l'électroconductivité. Quand on injecte des nutriments, on va ajouter des ions dans l'eau, ça va faire augmenter l'électroconductivité. Et on peut suivre l'augmentation de l'électroconductivité au fur et à mesure qu'on injecte. Et on regarde à quel niveau d'électroconductivité on est en amont de l'injection. Et après, on va guetter jusqu'à quel moment il arrive ce même niveau qu'au niveau de l'injection, au niveau de notre vanne. Et là, on aura exactement le temps de transfert. Une autre manière de faire, c'est aussi en injectant des colorants permanganate de potassium, ça marche bien, ça fait aussi un apport en potasse. Vous injectez un colorant, l'eau elle va changer de couleur et vous suivez l'évolution de la couleur de l'eau sur votre réseau et ça vous donne le temps que met le produit injecté pour arriver au niveau de votre dernière vanne. Là, j'ai rajouté idéalement de travailler avec un tour d'eau complet. Alors, pourquoi j'ai mis ça? Si votre réseau d'irrigation il a été dimensionné pour irriguer ces 3 vannes en même temps, on va prendre l'exemple de 3 vannes, chaque vanne fait 10 mètres cubes par heure. Donc, votre réseau il a été dimensionné pour transporter ces 30 mètres cubes par heure à une vitesse de 1 mètre par seconde. Si demain, vous décidez de travailler juste avec une vanne et pas avec les 2 autres vannes, votre vitesse d'eau elle va drastiquement diminuer. Donc, ce n'est pas proportionnel, hein, ça dépend de pas mal de facteurs, mais prenons l'exemple, quand on dit que c'est proportionnel, on va diviser par 3 la vitesse d'eau. Ça veut dire que le temps de transfert va être multiplié par 3. Tout à l'heure, on a calculé qu'on prenait 5 minutes pour transférer le nutriment entre le moment de l'injection et la vanne. Si vous divisez par 3 votre vitesse d'eau, vous allez multiplier par 3 votre temps de transfert. Donc, on ne va plus avoir 5 minutes pour apporter le nutriment à ce niveau-là, on va avoir 15 minutes. Ça rallonge énormément le temps de transfert. Donc ça, c'est des notions à avoir pour le calcul. Ensuite, pour faire un programme d'irrigation, la logique, la théorie, c'est de travailler sur ce schéma. Ce schéma, il représente quoi? On dit on a un temps d'irrigation fictif de 1 heure. Sur ce temps d'irrigation fictif d'1 heure, on va garder un temps au début de mise en pression du réseau pour qu'il soit au démarrage d'une irrigation, il y a un temps où le réseau rentre en pression, il se remplit, et là, ce laps de temps n'est pas très efficient. On a des disparités d'apport entre les premiers asperceurs qui vont recevoir l'eau et le dernier asperceur, le plus éloigné de la vanne, qui va recevoir l'eau. Donc, si on veut être le plus efficient possible au niveau de l'injection, on va devoir respecter un temps de mise en pression du réseau. Ce temps de mise en pression, là, j'ai mis un temps fictif de 10 minutes, il va dépendre de votre réseau, il va dépendre aussi du positionnement de la vanne dans le tour d'eau. Le temps de remplissage, il est plus long sur le premier tour d'eau, surtout si le réseau il a été drainé. Sur les autres tours d'eau, le réseau primaire, secondaire est déjà en pression. Du coup, on va avoir des temps de remplissage, c'est juste le temps de remplissage des lignes de goutte à goutte après la vanne. Donc, on va réduire ce temps de remplissage. Et l'autre temps, c'est le temps de rinçage.
Ça, c'est lié au temps de transfert. Entre le moment où on a injecté notre produit et le moment où il va sortir du goûteur, il va avoir un certain délai. Si on arrête immédiatement la fertirigation en même temps que l'irrigation, il va rester du produit dans le réseau. Ce n'est pas forcément un problème, mais il ne sera pas bien distribué. Donc, dans l'idéal, ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire, mais dans l'idéal, sur un programme d'irrigation, il faut respecter un temps de remplissage et un temps de rinçage. Et après, on a un temps où on peut injecter le fertilisant. Et là aussi, sur l'idéal, c'est d'utiliser au maximum ce délai. Ce n'est pas injecter le maximum d'engrais en très peu de temps. On va avoir une mauvaise répartition de l'engrais. Donc, on va essayer de répartir le plus possible l'injection sur ce temps qui nous reste. On peut jouer sur différents facteurs, sur le débit d'injection de notre injecteur ou sur la concentration de la solution. Par exemple, si vous avez un injecteur qui est à 100 litres par heure, qui vous injecte tout le produit en 20 minutes, vous pouvez diviser par 2 le débit d'injection en le mettant à 50 litres par heure. Là, ça va multiplier par 2 le temps d'injection. Donc, vous allez passer de 20 minutes à 40 minutes. Vous allez optimiser le temps d'injection. Si vous ne voulez pas modifier le débit d'injection de votre injecteur, vous pouvez travailler sur la concentration. Si vous injectez tout votre produit en 20 minutes, si vous diluez une fois votre produit, ça va multiplier par 2 le volume à injecter pour la même quantité d'engrais, mais vous allez devoir injecter 2 fois plus de volume. Ça va passer de 20 minutes à 40 minutes. Vous allez optimiser votre temps de fertilisation. Bon, maintenant qu'on a eu toutes ces infos, vous avez écrit sur le papier, vous avez rassemblé toutes ces infos, vous avez en tête, on va passer vraiment au programme de fertilisation, comment on construit un programme de fertilisation. Là, je suis parti sur un exemple fictif où on va travailler sur la tomate de conserve, sur son stade floraison jusqu'à fruit. Ça va durer à peu près 3 semaines et j'ai pris comme élément nutritif le potassium. On est sur un projet de 3 hectares, on irrigue en goutte à goutte, une ligne par an tous les 1,50 m avec un goûteur de 1 litre heure tous les 30 cm, classique. Ça nous donne une pluviométrie d'environ 2 mm par heure. Notre 3 hectares, on a 3 tours d'eau, on a 3 vannes, chacune de 1 hectare, ça nous fait un débit instantané de 20 mètres cubes. Voilà la photo d'un peu de notre projet. On va travailler, comme j'ai dit, sur le potassium. On a vu que pour nous, notre objectif de 100 tonnes hectares sur de notre tomate au stade floraison, on a normalement un besoin de 171 unités par hectare. L'agriculteur, il a fait un apport en fiente de poulet en amont, c'est riche en potassium, ça couvre une partie des besoins, mais je veux sécuriser une partie de mes besoins via la fertirigation pour être sûr, c'est un stade critique à floraison, je vais être sûr qu'il y ait du potassium, je vais dire que j'ai apporté 50% de mes besoins via la fertirigation, donc 171 unités par hectare, si je peux couvrir la moitié des besoins, ça me fait 85,5 unités par hectare via la fertirigation, sachant que j'ai 3 hectares, donc ça me fait un besoin total de 257 unités pour mon projet. Je vais utiliser de la sulfate de potasse, c'est un engrais que j'ai chez moi, que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est compatible avec le cahier des charges bio. Voilà, la sulfate de potasse, j'ai 50 unités pour 100 kg d'engrais, sachant que je veux 257 unités. Ça veut dire que pour mon projet de 3 hectares, il va falloir que j'apporte 514 kg de sulfate de potasse. Ma sulfate de potasse, mon fournisseur, il me dit que je peux la solubiliser à 110 kg par mètre cube. Bon, comme on a vu, on ne va pas prendre cette donnée, on va prendre une grosse marge de sécurité, on va se baser sur 55 kg par mètre cube. Donc, 514 kg à injecter avec une dissolution de 500 kg par mètre cube, ça me fait un volume à injecter de 9400 litres, soit 9,4 mètres cubes de solution mère que je vais devoir préparer et injecter dans mon réseau d'irrigation. Pour la suite des calculs, j'ai un peu simplifié. J'ai considéré qu'on allait pouvoir un peu plus rajouter d'engrais. Donc, j'ai simplifié. Je me suis dit qu'on va le faire sur 9000 litres, donc sur 9 mètres cubes. Je travaille avec des cuves de 1 mètre cube, là, les cuves blanches qu'on trouve facilement dans le commerce. Donc, je dois fabriquer 9 cuves et j'ai 3 semaines pour les injecter. Donc, ça va me faire 3 cuves par semaine. J'espère que je ne perds personne et que tout le monde est encore là.
pouvez le mettre un pouce si vous êtes toujours là. Alors, maintenant, on va comparer ces besoins en fertilisant par rapport aux besoins en irrigation. À ce stade de développement de ma plante, j'ai des besoins théoriques un peu inférieurs à 3 millimètres par jour. Comme j'irrigue 6 jours sur 7, j'ai fait des apports de 3 millimètres par jour, 6 jours sur 7. Je suis avec des pluviométries de 2 mm/h, ça me fait des temps d'irrigation de 1,5 heures par jour. Je décide de ne pas fertiliser tous les jours, je vais irriguer un jour sur 2. Donc, comme on irrigue 3 jours, je vais fertiliser 3 jours par semaine. Ça tombe bien. Je fertilise 3 jours par semaine, j'ai 3 cuves à passer par semaine. Ça me fait une cuve par jour de fertilisation. Voilà. Donc, j'ai vu précédemment que j'avais besoin d'apporter j'arrosais pendant 1h30. Je me donne un temps de remplissage de 15 minutes, un temps de rinçage de 15 minutes pour être sûr que tout le produit sort de mon réseau et bien distribué. Ça fait que j'ai un temps effectif potentiel de fertirrigation d'1 heure sur mes 1h30 d'irrigation. Je vais injecter pendant 1 heure. J'ai 3 tours d'eau, donc 3 heures d'injection. Je dois injecter 1000 litres en 3 heures. Ça me donne un débit d'injection de mon injecteur de 330 litres par heure. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on se pose et on réfléchit. Donc ça, c'est la base. C'est pas figé dans le marbre. Et l'idée, c'est de travailler sur ces calculs pour adapter ces calculs en fonction des contraintes et des envies de chaque producteur. Dans le sens où on peut se dire, l'agriculteur, si je pars sur cette base-là, il doit préparer 3 cuves par semaine, c'est une cuve tous les 2 jours, c'est peut-être un peu trop contraignant pour l'agriculteur. Donc on peut soit se dire, ça va être trop contraignant, je ne peux pas faire autant, je vais réduire mon pourcentage de fertirrigation, ou alors l'autre possibilité, ça va être de travailler aussi sur son engrais. L'engrais, la sulfate de potasse, ce n'est pas l'engrais le plus soluble en termes de potasse. On l'a vu précédemment, je reprends mon petit graphique. Là, la sulfate de potasse, on est à 110 grammes par litre. On voit qu'il y a d'autres solutions de potasse beaucoup plus solubles. Le chloride de potassium ou le nitrate de potassium qui est intéressant puisqu'il comprend aussi des ions nitrates pour pouvoir apporter tous les éléments nitriques. Donc, si je pars sur un autre engrais par rapport à ce que j'ai calculé, je peux multiplier par 3 ma solubilité, ça veut dire diviser par 3 le nombre de cuves que je vais faire. Si je vais décider de travailler avec du nitrate de potasse, je n'aurai plus 3 cuves à faire par semaine, mais une seule cuve par semaine. L'agriculteur aussi peut se dire, moi j'ai envie de faire la fertirrigation à fond et je ne veux pas travailler à 50%, mais à 100%. Il suffit plus de fertirriguer un jour sur 2, mais fertirriguer tous les jours. En fertirriguant avec ce calcul tous les jours, il va pouvoir apporter 100% de ses besoins en potassium sur ce cycle-là, soit 171 unités par hectare. Autre contrainte, autre façon de faire, ça va être aussi sur la gestion de la fertirrigation. Là, je suis parti du concept qu'on pouvait automatiser, donc on pouvait déclencher la fertirrigation quand on le veut. C'est facile pour faire un peu de temps de remplissage et de temps de rinçage. Si on n'est pas automatisé, respecter ces temps, ça peut être très problématique. Donc, on peut dire, on va injecter en permanence. Dès qu'on déclenche la fertirrigation, je suis avec une pompe doseuse, elle va en permanence injecter mon fertilisant. Donc, je ne vais plus avoir 1 heure d'injection, mais 1h30. Donc, refaire mes calculs avec 1h30 d'injection, soit au total de 4h30. Je vais diviser 1000 litres par 4h30, ça va me faire descendre mon débit d'injection. C'est possible de ne pas respecter ce temps de rinçage. On travaille sur un mono-engrais, on n'a pas de risque de contamination et de précipitation si on injecte un deuxième engrais. On travaille là sur la tomate de conserve, on travaille sur la streamline, de la gaine recyclable qu'on va garder sur juste un cycle. Donc, on a moins de contraintes sur l'entretien et les risques de colmatage. Donc, on peut envisager de fertirriguer en permanence sans respecter ce temps de remplissage et ce temps de rinçage. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faudrait retenir de ce webinaire, c'est poser ce calcul, rassembler l'ensemble des éléments qu'on a parlé au préalable sur les besoins en fertilité, sur la solubilité et poser ce calcul.
pour après adapter la pratique de la fertirrigation de l'agriculteur en fonction de ce qu'il est prêt à accepter en contrainte ou pas. Après, ça reste du théorique. On va adapter cette théorie en fonction des réalités du terrain. Là, cette année, par exemple, un automne, même un début d'été très pluvieux, il y a beaucoup d'agriculteurs en Arbo qui n'ont pas démarré l'irrigation avant le début août. S'ils avaient prévu de faire de la fertirrigation pour un petit apport azoté au début, ou s'ils avaient prévu de faire au moment de la floraison du phosphore, donc il n'y avait pas forcément l'irrigation. Par contre, on peut pratiquer nous, ce qu'on a appelé une fertirrigation technique. On va utiliser le système non pas pour irriguer, mais juste pour fertiliser. Dans ces cas-là, on va maximiser le temps d'injection afin de minimiser le temps d'utilisation du système. On va essayer de ne pas travailler en dessous d'une heure d'injection pour garder une certaine uniformité, une efficience d'apport. Après, c'est pas très grave d'utiliser un système de micro-irrigation pendant une heure, même si on n'a pas besoin au niveau du sol, l'humidité. Pour rappeler qu'une heure d'utilisation d'un système de micro-irrigation, ça reste 1 mm de pluviométrie. Si vous avez eu un mois avec 100 mm de pluviométrie, rajouter 1 mm, c'est pas très grave. C'est 1%, ça n'a pas changé agronomiquement les capacités de votre culture. C'est même plus problématique d'un certain côté de passer avec un tracteur, un épandeur pour répandre l'engrais avec un sol gorgé d'eau. Il peut avoir plus de conséquences au niveau de la culture. Alors, bon, là sur le matériel, vu le délai qui nous reste, je vais te faire un peu l'impasse là-dessus. Je vais rapidement parler du point d'injection. Donc, il y a plusieurs possibilités au niveau du point d'injection. Le grand classique, c'est vraiment après la filtration primaire. C'est possible d'injecter en amont de la filtration primaire. Attention avec les filtrations qui sont en contre-lavage automatique. Si vous injectez et qu'il y a un contre-lavage, vous allez perdre de l'engrais. Donc, généralement, on injecte après les filtrations automatiques. Mais ça reste intéressant, très très intéressant de rajouter un filtre de sécurité. Le filtre de sécurité, derrière, manuel, classique, tamis ou à disque. Ça va vous permettre de vous assurer qu'il n'y ait pas de particules solides. S'il y a un problème sur l'engrais qui rentre dans votre réseau, qui risque de colmater vos émetteurs, goutte à disperseur. Et ça permet aussi et surtout de bien brasser le mélange, d'avoir une bonne homogénéité du mélange. Si vous n'avez pas de filtre de sécurité, que votre réseau il se divise juste après, il peut avoir des flux préférentiels où il y a plus d'engrais qui partent d'un côté que de l'autre. D'avoir un filtre de sécurité, ça va permettre de vraiment bien mélanger l'engrais. Autre point d'injection possible, ça va être au niveau des bornes d'irrigation, au niveau des vannes parcellaires. Là, c'est beaucoup plus précis, mais ça nécessite après des systèmes d'injection mobiles qu'il faut placer d'un endroit à l'autre, donc moins pratique si vous devez faire vraiment de la fertirrigation continue, fréquente et autres. Sur le matériel d'irrigation, rapidement, Netafim, on a édité des guides de sélection. Il y a différents systèmes de dosage qui vont du plus simple au plus complexe. Chaque système de dosage a une fonction. Avant de sélectionner un système de dosage, il faut comprendre quelle fertirrigation vous voulez faire. Si vous voulez faire une fertirrigation très poussée, il va falloir plutôt utiliser des systèmes d'injection proportionnels que vous allez pouvoir automatiser. Si c'est une fertirrigation occasionnelle 1 ou 2 fois par an, un système simple, basique, avec peu d'entretien, ça pourra convenir mieux. Un des paramètres importants pour la sélection de votre système d'injection, ça va être aussi l'énergie disponible pour injecter. Donc, si vous n'avez pas d'électricité sur site, ça va être uniquement de l'énergie hydraulique, soit de la pression, soit du débit. Ça va vous limiter dans votre choix d'injecteur. Donc ça, là-dessus aussi, on a édité des tableaux. Alors, rapidement, avant de finir, je vais faire quelques petits exemples. Je vais vous les montrer. Celui-là, c'est sur la vigne en France. Pourquoi je veux montrer ça? C'est parce que sur la vigne, traditionnellement, on va avoir une approche de la fertilité. On va dire la vigne, elle se débrouille, elle va trouver dans le sol tout ce qu'elle veut. Certains exploitants, certains utilisateurs et vignerons ont envie de vraiment maîtriser leur fertilité très précisément via des systèmes de fertirrigation. Donc, c'est possible de faire de la fertirrigation très poussée, automatisée, très quotidienne quasiment, sur de la vigne. Il n'y a pas de modèle par culture. Ça dépend vraiment de l'utilisateur et du profil de l'agriculteur.
Ça, c'est un autre exemple, c'est sur les exemples de tomates industrielles avec le plus basique, un tank de fertile. On vient verser la quantité d'engrais par vanne qu'on veut et on vient injecter. C'est très simple, basique. La problématique, c'est que ça injecte tout d'un coup l'engrais, c'est pas proportionnel. Une grosse vague d'engrais et de nutriments au début, on est moins efficient. La variante, c'est d'utiliser des pompes doseuses reliées à une cuve de stockage. Là, la pompe doseuse va injecter proportionnellement avec un débit d'injection réglé et réglable des quantités d'engrais. On peut facilement aussi automatiser ces pompes doseuses par un petit moteur et même autonome. Ça permet de vraiment bien contrôler la fertirigation. Alors là, c'est pas préconisé par un état film, mais c'est intéressant de regarder. Là, c'était sur une exploitation de courgettes plein sol, légumes. L'agriculteur utilisait vraiment très sporadiquement son système de fertirigation en fonction vraiment de la demande. S'il n'avait pas beaucoup de demandes en fin de saison, en fin de cycle, il n'utilisait pas la fertirigation, mais s'il y avait beaucoup de demandes, il voulait booster son deuxième cycle de production et il injectait des fertilisants. Donc c'était une fois par an, il a fabriqué lui-même son petit système d'injection de fertilisants avec, il mélange ses engrais et il injecte via la pompe doseuse en amont de son filtre manuel à tamis. Il règle son débit d'injection avec une petite vanne de sectionnement en sortie. Et ça, là, le pulvérisateur, c'est vraiment un classique en arboriculture. Ça peut prêter à sourire, mais c'est efficace. On vient mélanger l'engrais, on vient à la sortie de la pompe, on ne va pas alimenter la rampe de pulvé, on va plugger, on va se connecter sur notre réseau d'irrigation et on vient injecter le fertilisant directement sur notre réseau d'irrigation. Alors, c'est intéressant pour se lancer dans la pratique. Au lieu d'investir 1 000 € dans une pompe doseuse, on peut essayer de faire la fertirigation sur une vanne ou deux, à 2-3 injections par an pour regarder vraiment la différence agronomique qu'on va avoir en utilisant le système de fertirigation. Et l'année suivante, vous allez venir nous voir pour acheter un fertikit en voyant les résultats. Bon, ça, un petit exemple, c'est pour dire que ça sort en Inde sur de l'arboriculture. La fertirigation, aujourd'hui, c'est pratiqué partout dans le monde. Et TAFIM, on ne vend pas un système d'irrigation sans vendre de la fertirigation. On ne vend pas un système d'irrigation sans vendre de la fertirigation automatique. Maintenant, quel que soit un peu le niveau de compétence des utilisateurs, ils utilisent la fertirigation. L'extrême, ça va être là un exemple aux États-Unis, sur les amandiers. Aujourd'hui, 100% de la fertilisation est gérée par la fertirigation sur les grosses plantations d'amandiers. Ils ont des unités de dissolution de l'engrais solide. Après, ils transportent l'engrais solide via des cuves et ils remplissent les cuves de stockage au fur et à mesure des besoins. Ils font même des contrôles ECPH pour maximiser l'efficience de l'apport et l'assimilation. On est quasiment sur un modèle de culture hors sol sur l'arboriculture dans ces pays-là. Et pour conclure, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment une technique efficace, la fertirigation. On a tout de suite des résultats. Il vaut mieux faire une mauvaise fertirigation que pas de fertirigation. Ça aura toujours un impact positif. Après, il faut adapter la technologie en fonction des accointances de chaque exploitation. Un exploitant qui est vraiment passionné d'agronomie va pouvoir pratiquer vraiment de l'irrigation de précision. Un exploitant qui est moins concentré sur l'aspect agronomique de sa culture, 1 ou 2 fertirigations par an, ça sera suffisant pour lui, ça correspondra à ses besoins. Et voilà, y aller par étapes, ne pas vouloir tout faire d'un coup et commencer doucement. Avant de courir, il faut apprendre à marcher. Voilà. Je vous remercie pour votre participation et on va passer maintenant aux questions. Alors, première question. Est-ce qu'on peut en dire davantage sur l'oxygénation des plantes pérennes? Publication de conseillers. Alors, ça reste nouveau, mais il y a pas mal de, on va dire, startups qui sont sur ce concept. Il y a Moléar, mais il y a d'autres. Eux, ils travaillent sur les nanobulles. Vous tapez nanobulles sur Google et irrigation.
Donc, il y a des générateurs, ils sursaturent l'eau d'irrigation en oxygène et ça apporté au niveau de la plante. C'est une forme d'oxygénation plus stable aussi, mais il y a aussi des fabricants d'eau oxygénée stabilisée. Nous, notre retour d'expérience, c'était qu'on a en Ukraine des collègues agronomes qui avaient mis en place du goutte à goutte sur la culture du chou. Ils ont mis en place le système d'irrigation et ça a été une année extrêmement pluvieuse avec des sols très hydromorphes. Le sol était saturé en eau. Et comme le système d'irrigation était là, ils se sont dit pourquoi pas l'utiliser pour injecter de l'oxygène. Et ils ont eu plus de 30% d'augmentation de rendement par rapport à une culture à côté non irriguée mais pas oxygénée. Et la 30%, ce n'était pas du tout lié à l'irrigation, puisqu'il n'y avait pas besoin d'eau, mais ça a été vraiment par rapport à l'oxygénation du sol. C'est le seul retour vraiment qu'on a sur l'oxygénation. Après, voilà, vous trouvez pas mal de publications là-dessus sur Internet. Les Netafim, on a moins d'expérience là-dessus. Alors, est-ce que je peux commencer? Alors, je vais publier. Je crois que je peux publier. Oups. J'ai perdu la publication. Hop là. Où c'est que c'est publié? Ah, publié, c'est là. Est-ce que je peux commencer la fertilisation si un système d'irrigation déjà en place n'a pas été pensé pour la fertilisation? Des contraintes débit-pression particulières? Non, absolument pas. Absolument pas, mais oui, mais non. Si, comme on a vu, il y a différents systèmes d'injection. Il y a des systèmes d'injection qui vont consommer beaucoup de pression, comme le Venturi, c'est un système où il y a une réduction conique. On verra après pour la publication. Et c'est des systèmes qui consomment beaucoup de pression. En gros, on considère qu'on va consommer 20% de pression sur un Venturi. Donc, si vous entrez à 5 bars, vous allez sortir à 1 bar. Et sur des systèmes existants où vous avez peu de pression, ça ne va pas convenir. Il va falloir plutôt adapter le système d'injection en fonction des contraintes, mais on trouvera toujours une solution. Le tank de Ferti, ça a des désavantages, mais l'avantage aussi, c'est que ça consomme peu de pression. Avec 0,1 bar de perte de pression, on commence à injecter de l'engrais, même sur les pompes doseuses. Donc, il y a toujours un outil d'injection qui pourra correspondre à un système existant. Pour du maïs grain, à partir de quel stade commencer la fertilisation? Bonne question. Alors là, j'ai pas eu le temps, mais c'est surtout sur cette culture, ça va être la problématique de l'équipement d'irrigation. Si on parle de goutte à goutte, par exemple, sur le maïs, en surface, sur un système recyclable, on va installer le goutte à goutte généralement à partir du stade 10 feuilles, après le dernier binage mécanique. Donc, en amont, on n'aura pas de système d'irrigation, on ne pourra pas faire la fertilisation via la fertirrigation, puisqu'il n'y aura pas de système en place. Il faudra, sur du maïs grain, si on utilise un système qu'on va installer chaque année, on va plutôt mettre un engrais starter au départ pour assurer le démarrage, la germination et après la croissance de la plante, et on viendra compenser une fois qu'on a installé notre système d'irrigation. Après, ça marche très bien au niveau stade floraison. Après, sur le maïs, c'est très intéressant, par exemple, parce que sur le maïs, une fois qu'il a poussé, on ne peut plus passer dans son champ pour répandre de l'engrais. Donc, la fertirigation est très intéressante sur le maïs parce qu'on peut continuer à fertiliser sa culture, malgré le fait que traditionnellement, on ne peut plus passer dedans pour fertiliser. Y a-t-il des spécifiés à prendre pour les biostimulants? Pas particulièrement. Il faut toujours mettre un filtre en amont de l'injection ou en aval de l'injection, hein, sur les biostimulants. Alors, classiquement, ça n'a pas été montré, mais sur notre cuve de fertilisation, notre cuve mère, idéalement, à la sortie, on met un petit filtre à disque, 130 microns, et on vient connecter notre injecteur dessus. Ça permet d'éviter d'injecter des particules au-dessus de 130 microns. Vous avez parlé des avantages. Quels sont les avantages, les éventuels inconvénients? Inconvénients, alors c'est ce que j'ai essayé de montrer dans le calcul. Hein. Les inconvénients, ça va être vraiment sur la préparation des solutions mères. Ça demande beaucoup de
maintenance de main-d'œuvre pour faire ça. Donc, selon le type des cultures, selon le profil de l'agriculteur, je vais prendre pour exemple. Pour exemple, en arboriculture, un producteur de noisettes, c'est des cultures très mécanisées où il y a peu de main-d'œuvre par hectare. Venir faire d'un mélange d'engrais tous les jours pour correspondre aux besoins journaliers de la culture, c'est quasiment pas faisable. Tandis que sur une production de fruits à noyaux, de nectarines, pêche, ça, c'est des cultures où il y a beaucoup de main-d'œuvre, il y a généralement un responsable irrigation qui est disponible et qui va pouvoir faire ces mélanges. On va pouvoir préparer les mélanges et pouvoir faire beaucoup plus une fertilisation de précision. Donc, les contraintes, c'est vraiment de préparer les solutions mères et d'adapter en fonction des programmes d'irrigation réellement réalisés au jour le jour, les débits d'injection et les temps d'injection. Quel conseil pour tout ce qui est engrais biologique ou micro-organismes bénéfiques? Alors, engrais bio, très bonne question. Alors, sur l'engrais bio, il y a une partie des engrais bio, comme on a vu, la sulfate de potasse, qui sont totalement solubles et utilisables dans notre projet de fertilisation. Après, tous les engrais bio, qui sont des amendements, hein, c'est compost, fumier, ça, on ne va pas pouvoir le passer dans notre système d'irrigation. Aujourd'hui, nous, en Netafim, on a pas mal travaillé. Vous pouvez aller voir sur Internet, c'est le système SDIE, Subsurface Drip Irrigation and Effluent. C'est aux États-Unis, ils vont travailler sur les grosses fermes laitières, ils vont traiter des effluents d'élevage avec des systèmes un peu de stations d'épuration. On va les séparer, la partie solide et liquide. On va pouvoir injecter la partie liquide de ces effluents. Mais normalement, on ne va pas pouvoir travailler sur ce genre de type d'engrais. On travaille pas mal avec la mélasse, sur tout ce qui est sucrerie, hein, le goutte à goutte sur canne à sucre chez Netafim, c'est la grande culture, c'est un gros marché pour nous. Et quand on parle de sucrerie, on parle un des sous-produits de la sucrerie, c'est les mélasses qui sont très riches en éléments nutritifs. Ça s'injecte très très bien ça au niveau des systèmes d'irrigation et c'est compatible avec le bio. Ensuite, sur le bio, il y a une famille de produits aussi qui arrivent, c'est assez nouveau, qui sont sur la base d'acides aminés, qui sont très efficaces, très solubles et très compatibles avec la fertilisation. Cependant, ils sont très chers. Donc, c'est l'exemple que j'ai montré sur l'agriculteur bio vers Perpignan. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il calculait le coût de son unité fertilisante par rapport au coût de production qu'il va avoir derrière. Et si derrière, le coût d'unité d'azote était trop élevé par rapport au rendement qu'il va avoir derrière, il n'achetait pas et il n'utilisait pas cette fertilisation. Il y a des années où, en fin de culture, il n'y avait plus de production, on va dire, en Espagne. Et il y avait une grosse demande, il avait un prix de vente très élevé, donc là il allait sur ces unités azote même très chères, parce qu'il arrivait à le rentabiliser derrière en augmentant sa production, en améliorant ses calibres et avec ses prix de vente très élevés. Voilà. Et sur les micro-organismes, Trichodéma, je ne connais pas trop, mais après, à savoir que nos collègues australiens, ils font la mycorhisation sur les plantations de truffes via les systèmes d'irrigation goutte à goutte. Ils ingèrent, ils broient de la truffe, ils mixent avec de l'eau, ils font ça vraiment très finement, et ils injectent, ça mycorhise au niveau des systèmes racinaires des plantes et via le système d'irrigation, et ils ont des augmentations de rendement très importantes. Voilà, au niveau champignons qu'on peut mettre. Je vous remercie. J'ai presque respecté le délai. Petite information, voilà, on doit paraître dans les prochains jours, semaines, un livre blanc sur la fertilisation beaucoup plus détaillé. On va normalement vous communiquer l'information et publier ce livre aussi, livret blanc, sur Internet, donc il sera plus disponible. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations.